Elle là-bas, elle dort profondément. Hildegarde est sortie, la bâtarde. Elle se l'est fait faire par un autre. Hildegarde est une bâtarde. Elle est toujours en train de courir. Si elle avait un véritable amant avec qui elle couche, ça ne serait pas si mal, elle serait au moins une vraie femme, mais elle est comédienne comme pas une. Elle joue à la vraie femme, à celle qui court chez son amant parce qu'elle ne peut faire autrement, et qui se sert de mensonges maladroits. Des mensonges redoublés derrière lesquels elle cache du vice. Je ne peux pas du tout savoir ce qu'elle peut bien fabriquer là où elle couche. Je le saurai malgré tout. Je finis par tout savoir. « 1945, encore la guerre. J'ai 2 ans et demi. Et ma mère me tient suspendue par la fenêtre. Mes petits pieds sont posés sur le rebord de la fenêtre. Et en dessous de moi passent les Américains qui viennent délivrer ce petit village du nord de la France. Tout le monde chante, rit, danse. C'est la libération. Je finis par tout savoir. J'ai même réussi à savoir comment la vieille, comment Madame la baronne, autrefois s'est fait faire l'enfant. J'ai même réussi à le savoir assez rapidement. Je n'étais déjà plus tellement jeune, tellement sotte à cette époque-là. Bien que cela se soit passé il y a longtemps, plus de 50 ans. À cette époque, j'étais encore chez Madame la Générale Feu, la mère de Madame la baronne. Oh, c'était une maison bien. J'étais première femme de chambre. La seconde était pour ainsi dire sous mes ordres. Et nous avions en plus une cuisinière, une fille de cuisine, et l'ordonnance du général pour faire les gros travaux et aider au service de table. La servante de mon grand-père, elle s'appelait Rosalie. J'aimais bien aller chez elle. Elle venait tous les matins chez mon grand-père, mais moi j'ai préféré aller chez elle l'après-midi. Parce que là, au moins, je parlais patois, le ch'ti. Alors je frappais à sa porte, elle me disait « Ah, chez toi, bah viens, rentre, allez, reste pas seul, va, viens. Rosalie va te donner un cheveu. Mon mère, que t'as mis une belle robe, et qui c'est qui te l'a côté de belle robe? C'est maman. Ah ben dis donc, elle a des sous de maman, hein? Tiens. Une bonne gaufrette du Nord, avec le beurre et monsieur Dupont et le miel et papy Auguste. Bah tiens, prends. Mais je peux pas des quintes, prends-le, donc fais pas chichi. Allez. T'avais pas? Et tes autres non plus? Ah, bah attention, à pas de miettes sur le dalache, parce que moi j'ai déjà fait mon samedi. Et à ce moment-là, je vois dans la pièce d'à côté son fils, Jules, en Marcel blanc. Il était en train de repasser. J'avais jamais vu un homme qui repassait. Un beau jour, je me le rappelle comme si c'était hier, la neige collait au carreau, c'était en février. Madame la baronne me sonne là-haut, elle me dit « Zerli, tu sais qu'il faut restreindre notre train de vie, mais je ne veux pas te perdre entièrement. » Oui, c'est ainsi qu'elle m'a parlé. « Ne voudrais-tu pas aller chez ma fille? Elle attend un bébé, et je préférerais que tu sois là-bas, toi, plutôt qu'une bonne d'enfant étrangère. » Oui, c'est ainsi qu'elle m'a parlé. J'ai obéi et j'y suis allée, mais j'avais le cœur lourd. Oh, moi, quand j'étais petite, je pleurais tout le temps. J'étais une vraie fontaine. D'ailleurs, mon grand-père me le disait, il me disait « Mais Marie, arrête de pleurer comme ça tout le temps, tu n'arrêtes pas, te pleurniche, te couine, te chiole, te braie, voilà, te braie tout le temps, te brétoudie, comme on dit dans le Nord, pleure tout le temps. Eh ben, je vais t'appeler brétoudie. » Mais ce surnom, il m'est resté gravé là parce que plus tard, j'ai épousé Monsieur Bray. Je
Je suis donc devenue à nouveau Bray pour toujours. Avant, j'étais Marie pleure toujours. Et après, j'étais Marie Bray pour toujours. Voilà. Je n'étais déjà plus si jeune. Et Dieu sait que j'aurais préféré avoir des enfants à moi à qui je puisse me dévouer. Mais quand une fille entre en service, il faut qu'elle se sorte ces idées-là de la tête. Il s'agit pour une fille qui s'est placée de renoncer à tout cela. Un enfant, c'est un accident malheureux qu'elle doit redouter. Oh, c'était dommage pour moi, j'étais faite pour avoir une douzaine d'enfants. Oh, moi j'en ai une demi-douzaine. Moi j'ai adoré être enceinte. Dès 2 mois, j'aurais voulu que mon ventre grossisse pour le montrer à tout le monde, tellement j'étais contente, tellement j'étais fière. Mais le moment le plus merveilleux, c'est encore vers 4 mois et demi, surtout pour le premier. On ne sait pas comment ça va se passer. Et un jour, on sent un petit tressaillement. Ah! Alors on est aux aguets. Et ça recommence. Viens, viens, il a bougé. Oui. Il a donné un coup de pied. Bon, ça va être un garçon. Ça va être un footballeur. Quand je suis entrée chez Madame la Générale, j'étais toute jeunette. Vous auriez dû me voir. Tout était ferme chez moi et mes seins se dressaient que chacun voulait les tâter. Même Monsieur le Baron n'a pas pu se retenir. Ah, vous pensez qu'il n'aurait pas dû. Parce que c'était un jeune marié et que ce n'était pas une chose à faire pour un jeune marié. Pensez-vous, ce n'était pas cela. Mais il était de ceux qui sont au-dessus du désir et qui, à cause de leur âme, ne devraient convoiter aucune femme. Probablement ne l'a-t-il jamais désirée, celle-là. Elle n'était pas très préoccupée de lui donner du plaisir. J'aurais pu, moi, lui en donner. Mais je n'ai pas voulu, bien qu'il ait été bel homme. Mais cela aurait fait du tort à son âme. J'ai 7 ans et mon père s'apprête à partir au travail. Il a préparé sa petite valise de professeur. Il a dit au revoir à ma mère, il m'a fait un petit bisou sur le front et il va prendre le bus qui passe juste devant chez nous. Il est à peine monté dans le bus qu'il est rejoint par une jeune femme rousse avec une jupe rouge qui virevoltait. Cette femme se pend à son cou, l'embrasse goulûment et elle se retourne vers ma mère et elle lui fait « J'ai pas compris tout de suite. J'ai compris que bien plus tard. Voilà. » J'ai préféré avoir mes amourettes avec les ordonnances du général. Oh, j'y ai presque toujours pris mon plaisir. Mais ce n'était quand même pas cela. Presque jamais couché pour de bon dans un lit. Toujours à toute vitesse. Sans même ôter ses vêtements. Vite dans la chambre obscure. Ou au salon quand les patrons étaient au théâtre. Bon, c'est ainsi que cela se passe pour une fille qui se place en ville. Les ordonnances avaient leur bonne amie chez eux au village. Ils prenaient sans doute du plaisir avec moi. La fille qui attendait au village était probablement moins jolie. Mais cela n'y faisait rien. À attendre, on a des droits, c'est ainsi. Attendre. J'étais là dans les coulisses. Je venais de changer d'école et à peine changé d'école, j'ai été choisie pour chanter à côté d'une grande. C'est la première fois que je monte sur les planches. Et j'y suis toujours. C'était ça. C'est fête au pays des anges. C'est fête chez nous aussi.
Nous sommes sur la terre, nous sommes réunis. La joie de nos prières monte vers toi, Marie. Oh, mais les années de grande jeunesse ont vite passé. J'étais restée plus de 12 ans chez Madame la Générale. Et c'est elle, la baronne, c'est elle qui a été enceinte, et pas moi. J'étais encore toujours bien plus belle qu'elle, mais elle a gagné. J'ai accepté la place chez elle, auprès de sa bâtarde. On n'a jamais eu d'animaux chez nous. Bon, à part quelques poules pour les œufs, mais des chats, des chiens. Ah si, on a eu un petit chien blanc. Allez, viens, allez, hop, hop, hop. Il n'a même pas eu le temps d'avoir un nom. C'est-à-dire que mon père a rapporté le chien, ma mère n'en a pas voulu, et elle lui a donné une boulette de mort au rat. Voilà. Quand l'enfant Hildegarde vint au monde, Monsieur le baron avait déjà 50 ans, et il était devenu président d'assises. Oh, il n'était peut-être pas très content que j'entre chez lui, parce qu'il n'avait probablement pas oublié, pas plus que moi, qu'il m'avait autrefois empoigné les seins. Ces choses-là ne sont pas fixées dans le temps, elles vous suivent. Bon, bien entendu, à cette époque, j'aurais eu beau être bien de ma personne, j'aurais eu beau être bien faite, il ne m'aurait pas regardé. Il était devenu ce qu'il était destiné à devenir, un homme qui ne convoite plus aucune femme. C'est pourquoi il devenait de plus en plus beau. Si Hildegarde était de lui, il lui ressemblerait. Mais c'est une femme. Et elle a le sang de l'autre. Ma mère, elle savait tout. Elle regardait tout. Elle épiait tout. Elle allait voir dans mon armoire, elle allait voir dans mon cabinet de toilette, elle allait voir dans mes tiroirs. Je suis sûre même qu'elle lisait mon journal intime. Mais en fait, je crois qu'elle avait très peur que je tombe enceinte. L'autre venait de temps en temps prendre le thé chez Madame la Générale. Je n'ai pas remarqué tout de suite que Madame la Baronne arrivait presque toujours en même temps, et toujours sans son mari. Mais j'ai tout de suite remarqué que l'autre, Monsieur Fognona, était également un très bel homme. Il avait une barbe en pointe châtain clair tirant sur l'acajou, des cheveux bouclés d'acajou, une peau qui ressemblait à l'écume de mer brunie, et une de cette taille, on aurait dit un danseur. On avait beau être jalouse, il fallait bien lui reconnaître qu'elle savait les choisir. Et quand on le regardait de près, on voyait sous la belle barbe en pointe et même autour de la belle bouche apparaître l'impuissance et le désir incessant, la vilaine convoitise derrière laquelle se loge la faiblesse. Un homme pareil est facile à avoir. Et moi aussi, si je l'avais voulu, je l'aurais eu. Je l'aurais eu comme rien, dès le premier jour. Quand mes petits seins ont commencé à pousser, c'était une telle transformation dans mon corps que je n'arrêtais pas de passer la main sous mon pull. C'était doux comme du velours. Les gens racontaient que Monsieur Fognona était une de ces personnes qui vont souvent à l'étranger, qu'il était dans le service diplomatique, comme on dit un diplomate. Très bien, qu'il s'est installé au vieux pavillon de chasse là-bas dans la forêt.
pas pour chasser, mais à cause des femmes dont il était toujours entouré. J'étais très intriguée. L'enfant Hildegarde, il l'avait faite à leur dernière villégiature, cela correspondait jour pour jour. Et alors? Au début, l'enfant lui ressemblait à Monsieur Fognona. Mais comment allait-on lui présenter l'enfant? J'étais très intriguée pour savoir comment cela allait se passer, mais la baronne a très bien su s'arranger. L'enfant, le jour de ses 2 mois, devait aller faire une visite à sa grand-mère. Eh bien, nous sommes allés en voiture chez Madame la Générale. On a couché la petite dans la chambre d'Annie. On n'aurait pas réussi à me faire sortir de la pièce pour un empire, car je savais très bien qui allait arriver comme par hasard. J'étais sûre aussi qu'elle allait se trahir. Je n'ai pas eu besoin d'attendre très longtemps, j'en aurais presque ri. Elle a amené Monsieur Fognona dans la chambre comme prévu. Il a encore fallu que j'étouffe mon envie de rire quand il s'est penché sur le lit. Lui, le père. Et qu'elle n'a pas pu cacher son émotion, elle lui a pris la main. Ma mère m'a toujours raconté que quand je suis née, j'avais des mains toutes fripées comme des mains de laveuse. Et ça m'a poursuivie toute ma vie parce que j'avais déjà 60 ans, elle vivait encore et elle me disait « Marie, soigne tes mains, tu as des mains de laveuse. » Voilà. Mais Monsieur Fognona était plus malin. Il a remarqué que je les avais observées et en sortant, comme s'il pouvait ainsi se débarrasser de sa paternité, il m'a jeté un coup d'œil pour me dire que j'étais moi, la femme qu'il lui fallait, et non pas elle. Et moi, sans hésiter, je lui ai fait sentir que j'avais compris. Je lui ai fait sentir, et j'ai moi-même senti. Oui, j'ai senti qu'il en était saisi, pénétré, qu'il en perdrait le sommeil, et qu'il ne retrouverait le repos que lorsqu'il aurait couché avec moi. C'est ce que je voulais, car moi aussi j'étais prise au jeu, bien qu'au début, ni lui ni moi, nous ne l'ayons prise au sérieux. L'homme ne vaut pas bien cher. Et c'est pas seulement la pauvre fille de la campagne qui ne vaut pas bien cher, non. C'est pareil pour tout le monde. Ma mère vient me réveiller en pleine nuit et elle m'emmène avec ma grande sœur dans le jardin, à la recherche de notre père qui est introuvable. C'était un énorme jardin. On va voir dans les bosquets, dans les fourrés. Il y avait une grande citerne d'eau de pluie. Je tire un tabouret, je monte dessus, je remue avec un bâton pour voir s'il n'est pas tombé dedans. Pas de papa. Et on va le retrouver à genoux dans les toilettes, en train de dégorger tout trop plein d'alcool. On dit que je suis une taiseuse, mais c'est difficile de ne pas l'être quand il faut taire l'alcoolisme du père et la pauvreté. On apprend à se taire, voilà. Bien sûr, au fond de moi-même, j'étais quand même contente. Et je l'ai attendu dans les buissons du jardin devant la maison là-bas. Aussi, à peine était-il sorti de la maison, sans hésitation, sans un mot, nous nous sommes aussitôt précipités dans les bras l'un de l'autre. Je me suis accrochée à sa bouche, de mes lèvres, de mes dents, de ma langue, avec tant de violence que j'ai manqué m'évanouir, mais je lui ai quand même résisté. Oh, j'ai 15 ans, je suis à Boulogne-sur-Mer, et mon grand frère m'emmène au spectacle des jeunesses musicales de France. Jean-Pierre m'a donné rendez-vous derrière le théâtre, c'était le seul endroit un peu tranquille. Alors, après quelques secondes d'hésitation, on s'est serré l'un contre l'autre, on avait le cœur qui battait la chamade, et on s'est roulé une pelle, mais une pelle qui a duré un quart d'heure. Non mais vous vous rendez compte?
Une pelle qui dure un quart d'heure, il y a de quoi mourir étouffé. On s'est quittés. On s'est jamais revus. On n'était pas très bon. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi je ne me suis pas simplement laissé tomber dans l'herbe avec lui. Comme il me le demandait d'une voix rauque, il a fallu que je réponde au pavillon de chasse. Mais quand j'ai vu la terreur apparaître dans ses yeux, une terreur démente de bête, j'ai su et j'ai compris qu'il y avait une femme là-bas et que j'avais demandé l'impossible. J'ai su et j'ai compris que j'avais résisté uniquement à cause de cette impossibilité. Pour la briser. L'homme ne vaut pas bien cher. Et sa mémoire est pleine de trous qu'il ne pourra plus jamais raccommoder. Il faut en faire bien des choses que l'on oublie à tout jamais pour qu'elles servent de support au petit nombre de choses dont on se souvient toujours. Chacun oublie son travail journalier. Pour moi, c'était tous les meubles que j'ai dû épousseter jour après jour et les nombreuses assiettes qu'il a fallu essuyer. Comme tout être humain, je me suis assise tous les jours pour prendre mon repas. Et c'était comme chez tous les êtres, un savoir qui n'est pas vraiment imprimé dans le souvenir, comme si tout se passait sans atmosphère, en dehors du beau ou du mauvais temps. Même la jouissance est devenue pour moi un espace sans climat. Et bien que j'ai gardé de la reconnaissance pour cet élément de vie, les noms et les traits du visage qui ont signifié pour moi le plaisir et même l'amour s'éloignent de moi toujours davantage et disparaissent. Et ma reconnaissance devient d'une transparence de verre et n'a plus aucun contenu. Des verres vides. Et malgré tout, s'il n'y avait pas ce vide et cet oubli, l'inoubliable ne pourrait pas croître. Nous sommes nous-mêmes portés par l'inoubliable. Nous nourrissons le temps, nous nourrissons la mort avec tout ce qui a été oublié. Mais l'inoubliable, c'est un cadeau que nous fait la mort. Et à l'instant où nous le recevons, nous sommes encore présents ici même. Mais en même temps, nous sommes déjà là-bas, là où le monde se précipite dans l'obscurité. L'inoubliable, c'est un morceau d'avenir. Il nous porte, adoucit notre chute dans les ténèbres et nous donne l'illusion de planer. C'est ce qui s'est passé entre Von Yuna et moi. C'était un cadeau de la mort, un présent sombre, doux et intemporel. Et il me servira un jour à m'emporter doucement, soutenu par la plénitude de mes souvenirs. Chacun dira que c'était de l'amour, l'amour qui va jusqu'à la mort. Non, cela n'a rien à faire avec l'amour, et encore moins avec le brouhaha sentimental. L'inoubliable peut se composer de bien des éléments qui nous portent et nous accompagnent et nous portent sans avoir jamais été de l'amour, sans pouvoir jamais le devenir.
il est dangereux de confondre cela avec de l'amour. Quand ma cousine s'est mariée, très peu de temps après, j'ai vu son ventre qui s'arrondissait. Alors j'ai dit à ma mère, mais tu crois pas qu'elle est enceinte? Elle m'a dit, oh bah non, enfin, non, bah non. Oh bah non, elle s'est mariée en blanc. Naturellement, il aurait pu vaincre ma résistance là-bas parmi les buissons la nuit. S'il l'avait fait, je l'aurais probablement oublié, lui comme tant d'autres. Mais s'il ne l'a pas fait, les faibles sont souvent calculateurs. De toute façon, cela n'a pas d'importance. Faiblesse ou calcul, et c'est laisser congédier. De toute façon, cela m'a rendue complètement enragée. À peine partie, je suis devenue complètement folle à l'attendre. Pour moi, c'est un miracle d'être arrivée à me maîtriser et de ne pas lui avoir écrit aussitôt qu'il vienne me retrouver dans ma chambre. Un miracle et un bienfait. À la sortie de la messe, j'ai 15 minutes montre en main pour parler à mon fiancé. Parce que ma mère est dans les parages, elle surveille, elle veille au grain. Alors il me prend par la taille, j'aime bien quand il me prend par la taille. Et je lui dis, demain je joue à la salle des fêtes, tu viendras me voir? Ah bon, vous jouez quoi? Je joue l'avare de Molière. Je suis Harpagon. Oh, non merci, l'avare, j'ai déjà vu. J'étais furieuse. Que Madame la Baronne, à qui le pavillon de chasse faisait plus peur qu'envie, reçoive des lettres de lui. Je voulais par colère et par envie m'en emparer. C'était naturellement des lettres adressées poste restant. Aussi, à partir de ce moment, chaque fois que j'allais au marché ou que je sortais avec la voiture d'enfant, je passais prendre la plupart des lettres au guichet. Je les décollais soigneusement à la vapeur et après les avoir lues, j'y collais un timbre neuf et les remettais à la boîte. J'en ai volé quelques-unes. Mais avec les belles cochonneries qu'elles contenaient, on ne pouvait pas parler de vol. Quelle saloperie et quel tapage au niveau de l'âme. Cela fourmillait de sainteté, de chaste maternité, d'enfants féeriques et d'enfants divins. Et avec cela, la gosse féerique et divine braillait à côté de moi pour que je lui change ses couches. J'ai 35 ans. J'en ai par-dessus la tête. Je suis en vacances à la montagne. Vous avez déjà vu une maman de 5 enfants en vacances, vous? Pas moi. C'est vrai, les enfants sont gentils, ils sont mignons, mais à longueur de journée et de nuit, ils viennent me solliciter, me demander, me quémander. J'en ai ras-le-bol. Bon, mon mari, il est là, mais il travaille comme un fou toute la semaine, alors il est en vacances, c'est normal. Mais tout retombe sur moi, alors je vais partir. Mais au moment de partir, je me souviens que j'ai encore un bébé de 2 mois. Donc je le mets dans le landau et je vais faire les 7 kilomètres qui me séparent de la station. Tu vois, maman, elle est très en colère, elle est triste aussi, parce que c'est pas possible une vie comme ça. Allez, viens tous les deux, on va aller boire un coup. Je suis arrivée à la porte du bistrot. J'ai jamais pu rentrer, j'allais pas faire comme mon père. Alors je me suis assise sur une pierre. J'ai donné la tétée au bébé et le calme est revenu. J'ai remis le bébé dans le landau et j'ai fait les 7 kilomètres qui me séparaient de la maison. En descente, c'était plus facile. Je suis arrivée. Il était derrière la porte. Je crois qu'il m'attendait depuis que j'étais partie. On ne s'est rien dit, il m'a pris dans les bras. Mais je crois qu'il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. J'en suis persuadée. Compris? Pas compris? Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous comprenez, c'est que vous êtes au présent.
Le présent, c'est un moment extrêmement fugace, c'est un moment intemporel. Il y a plein de gens qui vous disent je vis au présent, mais non, ils ne vivent pas au présent parce que le présent c'est comme un tapis roulant, vous êtes là mais vous êtes déjà 1 mètre plus loin. C'est pas possible de vivre au présent. Ils vivent dans le futur proche, mais le présent non, c'est pas possible. Alors le futur proche à différencier du futur lointain dans lequel on peut se projeter, on peut être les garçons d'Artagnan, en fait je ne sais pas quels sont les héros maintenant, mais bon, il y a plein de trucs à faire au futur. Qu'est-ce que t'as dit? Non mais ça... Qu'est-ce que t'as dit, Eric? T'as rien dit? Ah oui, ça m'avait semblé entendre une petite phrase d'une gentillesse incroyable. Non? T'es sûr? Non, mais c'était juste comme ça. Ah oui, ouais, mais t'as quand même dit. T'as dit que mon futur à moi, il était tout petit par rapport à mon passé. Et en fait, t'as raison, hein, parce que j'ai déjà passé les 3/4 de ma vie et que mon futur, il, au meilleur des coups, c'est 1/4 seulement. Mais moi, avec des phrases comme ça, non mais lui, il est assis, c'est facile. Hein. Il me largue là au milieu et puis... Avec des phrases comme ça, moi je retourne au plateau. Parce que le plateau, c'est ce qui est merveilleux sur le plateau, c'est que je suis là, je suis actuelle. Mais étant actuelle, je vous donne un texte qui a été écrit avant. C'est donc un texte qui a été composé, on pourrait dire. C'est donc un passé composé que je vous distribue, que j'essaye d'interpréter au mieux. Mais c'est quand même un passé composé que devant vous, je décompose. Mais comme je suis toujours vivante, je n'ai pas encore trépassé. C'est donc un passé composé, décomposé, mais qui n'a pas trépassé. Voilà. Le pire dans ces lettres, c'était le concert de lamentation sur la femme là-bas au pavillon de chasse. Je me le suis gravé dans la mémoire, et les lettres les plus laides, je les ai volées et gardées. C'était pour Monsieur von Nuna un crampon dont on ne pouvait se défaire. Un fardeau de malheur. Une femme qui ne voulait pas s'en aller. Il aurait aimé se débarrasser d'elle, et que tout bonnement Madame la baronne puisse agir de même avec son tyrannique époux. Le tout naturellement n'était pas fait sans invention. Il aurait aimé voir la femme du garde forestier aller au diable, car par sa faute, il ne pouvait pas coucher avec moi. Malgré cela, j'étais dégoûtée. Cette lâcheté me répugnait, car oui, moi, une pauvre fille de la campagne sans éducation, j'avais honte, jusqu'au fond de l'âme, qu'un monsieur distingué se soit montré aussi hypocrite. Et j'avais d'autant plus honte que c'était l'homme que réclamaient tous mes sens. J'étais presque contente de n'être pas assez raffinée pour des lettres de ce genre avec des histoires aussi écœurantes. Mais finalement, j'ai reçu une lettre de lui. Tout à coup, elle était là. Mais cela m'a fait rire. L'adresse était écrite en lettres d'imprimerie sur une enveloppe commerciale pour que Madame la baronne ne voie pas qu'il m'écrivait à moi aussi. Il me disait qu'il m'attendait dès le lendemain soir au terminus du tram pour aller au pavillon de chasse, car il avait l'intention de renvoyer la femme du garde forestier. Dieu sait combien j'ai jubilé. J'ai couru chez Madame la baronne pour lui demander la permission de rentrer chez moi. Je lui ai demandé 4 semaines. Elle m'en a donné 3. Mon homme vient de s'installer comme pédiatre après 13 ans d'études. Je suis sa secrétaire. Très heureuse et très fière de travailler avec lui, pour lui. Tout au long de la journée, c'était mon rêve.
Mais au bout de quelques mois, son associé décide d'engager une secrétaire professionnelle. Je suis alors remerciée. Mais je ne vais pas rester longtemps par terre. Je vais entamer des études d'infirmière. Alors au début, j'étais tout feu tout flamme, j'étais très contente. J'allais avoir un métier, un statut social, un salaire, une petite voiture. Mais en fait, quand je regarde maintenant, après coup, je restais au service de tout le monde, au service de mon homme, au service des médecins, au service des patients. Et infirmière, c'est un peu subalterne par rapport au médecin, donc lui était au-dessus et moi en dessous. J'ai traversé des années. Et les années passent. Et le passé demeure. Même si je le raconte 1000 et 1000 fois, je ne peux pas m'en défaire. Je ne peux pas m'en débarrasser. Est-ce que je désire vraiment en être débarrassée ? Je me sentais riche, bien que je ne me sois rendue au rendez-vous qu'avec une petite valise de bonne. J'aurais pu y aller dès le matin, mais j'ai préféré arriver le soir, et il faisait déjà nuit. Il m'attendait au terminus du tram avec ses cheveux noirs. Nous étions sérieux tous deux. La fortune rend sérieux. Pour moi, c'était de me sentir fortunée qui me rendait sérieuse, et je souhaitais qu'il en soit de même pour lui. Et qui peut savoir ce qui rend l'autre sérieux ? Oh, mais j'ai toujours eu peur de tout, moi. Alors, pour m'en sortir, eh bien, je me suis lancée toute ma vie des défis. Je me souviens par exemple celui que je me suis lancé pour l'anniversaire de mon homme. Il adorait le lapin au pruneau que faisait sa maman, et moi j'avais horreur de toucher la viande crue. Alors je me suis dit, pour son anniversaire, tu vas lui faire un lapin au pruneau. J'ai donc demandé la recette à ma belle-mère, et j'ai acheté mon lapin. Première étonnement, quand j'ouvre le paquet, il était entier. J'ai donc dû toucher les pièces et les couler en morceaux. J'ai mis tout à rissoler dans la cocotte avec du beurre. Dans le Nord, on cuisine au beurre. Du sel, du poivre, du thym, du laurier, une carotte, un oignon, des pruneaux bien sûr, un petit peu d'alcool, de l'eau. Ah, ça sentait bon. Je me suis dit, il va être content. Bon anniversaire, mon chéri. Je préfère celui de ma mère. Je me méfiais tellement que je ne lui ai annoncé que 10 jours de congé quand je me suis assise sur le siège à côté de lui. Si cela marche, me suis-je dit en moi-même, je pourrais toujours lui avouer que j'ai 10 jours de plus. Et si le bon Dieu est clément, ce sera pour toujours, pour la vie. Mais au début, il était si sérieux, si silencieux, que j'ai vite ravalé ma déception en voyant qu'il ne montrait aucun regret pour la brièveté des 10 jours. Cette femme là-bas au pavillon de chasse, veux-tu vraiment la renvoyer ? Il me répond alors oui. Et pour être tout à fait sûr, je lui demande si elle a les mains manucurées. Oui, dit-il, pourquoi ? Je retire alors mes gants et pose mes 2 mains rouges sur la belle couverture de voiture en drap étalée sur nos genoux et je dis « Tes mains de laveuse ». Il baisse alors les yeux sur mes mains et ne fait pas voir si cette réflexion l'a atteint, mais réplique « Tout homme a besoin d'une bonne main robuste qui le lave de ses péchés. » Alors il m'a pris les mains et les a embrassées. Mais près du poignet, pas là où elles étaient rouges.
Et j'ai compris combien je l'avais piqué au vif, si bien que j'ai pu seulement ajouter « en route », sinon j'aurais trop pleuré. Voilà que je repleure. Avant, on me disait c'est les hormones, mais maintenant il n'y en a plus. Nous sommes alors entrés dans la forêt, au pas, et nous avons monté la colline. Nous étions sur un chemin de bûcheron, sombre, noir et frais. Il n'a pas essayé de me toucher, et moi non plus, je n'ai pas essayé. Les chevaux noirs posaient les pieds avec précaution, et quand leurs sabots heurtaient le rocher, il jaillissait des étincelles. Le frein était serré, les roues frottaient par terre. On entendait parfois crisser des cailloux. D'autres fois, une branche nous frappait le visage de ses feuilles humides. Je n'oublierai jamais aucun détail de cette scène. Je me souviens de tout et je m'en souviendrai à tout jamais. Car cet ensemble me portait et ne cesse de me porter, et tout ce qui était présent faisait partie de notre désir. Son désir s'accrochait au mien, et le mien au sien. Et cependant nos mains ne se touchaient pas. Alors je lui ai dit, rentrons. Tout à coup, il a desserré le frein et nous nous sommes trouvés sur un terrain plat. Nous étions devant la maison où aucune lumière n'était allumée. La maison semblait comme suspendue dans le noir, mêlant son obscurité aux ténèbres nocturnes. Cependant, la lumière de la fortune brûlait en moi. Il m'a aidé à descendre, puis a conduit son attelage à l'écurie. Si je n'avais pas entendu le claquement des sabots sur le pavé de l'écurie, j'aurais cru qu'il ne reviendrait plus tellement il faisait sombre dehors. Il est revenu. Nous n'avons pas fait de la lumière dans la maison. Nous n'avons pas non plus prononcé une parole, tant nous étions sérieux. Un jour, j'ai dit à mon homme, oh, t'as vraiment de la chance d'avoir une épouse qui soit infirmière, jardinière, costumière, couturière, épicière, laveuse, blanchisseuse, repasseuse, coiffeuse, ministre des Finances, peintre en bâtiment, taxi. Il m'a répondu, oh, tu crois pas que t'exagères un peu ? C'était le meilleur des amants. Aucun autre ne pouvait lui être comparé. Il était à la quête de mon plaisir, comme un homme qui cherche son chemin avec précaution. Devant moi, il était tenaillé par l'impatience. L'impatience le faisait trembler, comme s'il était secoué par des frissons. Mais il n'y a pas succombé, il ne m'a pas fait succomber. Il a su attendre jusqu'à ce que je sois emportée dans l'abîme. Jusqu'à ce que je sois emportée dans l'abîme où l'être humain pressant sa chute derrière. Lorsque j'étais emportée par les flots, il sentait venir les flots et les écoutait. J'étais nue et il me rendait plus nue encore,
comme si la nudité elle-même pouvait encore se dépouiller de vêtements. Car la pudeur, c'est comme un vêtement. Il m'a enlevé avec tant de précaution tout reste de pudeur. Que la solitude, dans ce qu'elle a de plus reculé, a pu devenir une présence à deux. Il s'est occupé de moi avec autant de vigilance qu'un médecin. Mais c'était un maître en ce qui concernait mon plaisir. Il a dressé mon corps à avoir des envies ou à donner des ordres, grossiers ou délicats. Car le plaisir connaît de nombreuses nuances dont chacune a ses droits. Il était le docteur, le maître, mais aussi le serviteur de ma jouissance. Il avait à peine besoin pour lui d'un autre plaisir que le mien. Les cris de plaisir étaient la récompense qu'il lui fallait, qu'il lui était nécessaire pour éperonner sans cesse à nouveau son désir. Il était fort et pur et puissant par sa faiblesse. Tout nous poussait de plus en plus à ne former qu'un seul être. Nous nous tenions au bord de l'abîme tous deux pendant toutes ces nuits et toutes ces journées-là. À 60 ans, je me suis aperçue que dans l'armoire familiale, je rangeais systématiquement les vêtements de mon homme à hauteur facile pour lui, hauteur d'épaule, et que je me gardais la planche du dessous. Maintenant, je fais l'inverse. Je lui garde la planche du dessous et je me mets au-dessus. 30 ans au-dessus, 30 ans en dessous, c'est ça l'égalité, non? Je savais malgré tout que c'était mal, car la femme doit servir le plaisir de l'homme et le contraire ne doit pas avoir lieu. Les gars étaient dans le vrai qui m'avaient jeté par terre sans se soucier de mon plaisir, et pour jouir uniquement du leur. Même lorsqu'ils parlaient d'amour, ils étaient plus près de la réalité, le sien, à Monsieur Fanuna. Plus mes paroles étaient brutales, plus son amour était véritable. J'ai compris alors pourquoi les femmes s'attachaient à lui et ne voulaient plus le lâcher. Mais j'ai compris aussi que je n'étais pas une des leurs et qu'il me fallait partir, quelle que soit la violence de mon désir pour lui. J'étais intelligente. Il a fallu que j'attende 60 ans pour penser, oser dire à mes enfants, à partir de ce moment, je ne suis plus disponible 24 heures sur 24 pour vous, j'ai mes activités. Voilà. Il a fallu que j'attende 62 ans. Quand je le veux, j'ai le sommeil léger. Et tout homme qui s'épuise sans aucun ménagement a le sommeil profond. Je le ménageais alors moins que jamais, mais je n'aimais pas le quitter dans ces moments-là. Car pendant son sommeil, sa figure avait perdu toute expression de convoitise. Elle était belle et sans défaut. Assise au bord du lit, je la contemplais longuement, avant de me mettre à mon travail d'espionnage. La maison était vieille. Les meubles étaient vieux. Armoire ou bureau, les serrures branlantes étaient faciles à ouvrir d'une simple poussée. Autant j'étais curieuse auparavant des lettres de la baronne, autant elles me dégoûtaient maintenant. Elles étaient là dans le tiroir, pêle-mêle avec ces autres lettres de femme. Et comme de toute façon elles n'allaient pas lui manquer, j'ai emporté tout ce qui m'est tombé sous la main. Faites bien attention, pour que vous sachiez de quel tintamarre sentimental creux et inutile les gens remplissent leur vie
vide. Leur ennui, vide. Remarquez combien Madame la baronne est pauvre. Faites attention à l'aspect de cette méchanceté pauvre et vaine. Faites bien attention. Mon doux bien-aimé, nos liens deviennent journellement plus riches malgré ton éloignement. Tu es sans cesse présent dans notre petit enfant. Elle est pour moi le gage que nous serons réunis tôt ou tard, comme tu me l'écris. Aie confiance. Le ciel est favorable à ceux qui s'aiment et il t'aidera à te débarrasser de cette maudite femme qui de toutes ses griffes se cramponne à toi de façon aussi pénible. Oh, si seulement j'arrivais à une libération de ce genre dans mon union conjugale. Bien que mon mari soit au fond un être élevé, il n'a jamais compris mon cœur blessé. L'explication que j'aurai avec lui sera douloureuse, mais je trouverai la force de la voir. Ton amour pour moi, l'amour que j'ai pour toi et qui m'accompagne partout, me donne confiance en l'avenir. C'est avec une certitude confiante que j'embrasse tes beaux yeux aimés. Ta bonne fée Elvire. Des fadaises de ce genre, elle en débitait à la douzaine, cette dinde sans cervelle. Et il le supportait à contre-cœur et avec colère, mais enfin il le supportait, je l'en aurais haï. Et pourquoi l'a-t-il supporté? Parce que c'est un de ces hommes qui mettent les femmes trop haut ou trop bas. Ils sont obligés de les servir avec leur corps parce qu'ils ne peuvent leur donner aucune considération avec leur esprit. Ils ne peuvent pas aimer, ils ne peuvent que servir. Ils servent en chaque femme qu'ils rencontrent, celle qui n'existe pas, mais qu'ils pourraient aimer si elle existait. Ces femmes deviennent alors le mauvais génie qui va les asservir. Quand j'étais à la maison à m'occuper des 6 enfants, on me disait que je ne travaillais pas. Si j'avais un emploi à mi-temps, on me disait « Ah, mais pour vous, c'est un passe-temps. » Et si je travaillais à temps complet, il y avait toujours une bonne âme avec un ton un peu perfide qui allait me dire « Ah, ça ne vous fait pas trop mal au cœur d'abandonner vos enfants. » De toute façon, j'avais tout faux. Parce que je savais que je n'étais pas assez puissante pour le sauver de cet enfer et qu'il me fallait m'enfuir, je suis retournée dans son lit pour l'entourer de mes bras et de mes jambes, sans le ménager par haine, sans le ménager par tendresse, mais peut-être aussi afin que l'épuisement nous rende plus facile à tous deux notre prochaine séparation. Je vivais dans une famille où le père n'avait pas de place. Ma mère le considérait comme un moins que rien, et nous aussi. Il m'a fallu des longues années pour pouvoir le remettre à sa vraie place de père. Et curieusement, à partir de ce moment, chaque fois que j'étais toute seule chez moi, je chantais. Je chantais cette chanson de Tino Rossi. Oh mon papa, si beau, si doux, si merveilleux, il comprenait la moindre de mes peines et il calmait mes larmes dans un doux baiser, lui si gentil. Il me manque aujourd'hui, oh mon papa. Voilà. Au bout des 10 jours, je lui ai demandé malgré tout si je pouvais encore rester. Je lui ai dit que je pouvais m'arranger à prolonger quelque peu mon séjour. À peine avait-il entendu ces paroles que l'expression de folle terreur qui lui était arrivée cette fois-là au jardin lui est revenue. Et il a bégayé un peu plus tard quand je serais rentrée de voyage. Il mentait. Je lui ai crié méchamment « Tu ne me verras plus ici. » Pas avant d'avoir sorti ses vêtements de femme de la maison. Alors, il a été un homme pour la première fois, même s'il a été par lâcheté. Il m'a renversée. Et sans se préoccuper de mon plaisir, il m'a prise avec autant de sauvagerie que je l'ai embrassée comme cette fois-là au jardin. Cela n'a naturellement servi à rien. La haine était là. Le soir, il m'a reconduite en break au tram, dans le plus grand silence. Ma petite valise de bonne était à l'arrière de la voiture.
Quand je vais voter, je sors toujours de l'isoloir la première. Et j'arrive avec mon petit bulletin, j'entends copain, épouse, Bray, mari, à voter. Vient le tour de mon homme, et j'entends Bray, Édouard, à voter. Je rajoute époux, copain. Se peut que la haine n'ait été que de mon côté. Se peut que ma menace de ne plus jamais revenir lui ait coupé bras et jambes parce qu'il sentait bien que ce n'était plus de l'attache sentimentale. Il se peut qu'il ait vraiment voulu alors se libérer de la personne qui devait venir retrouver ses vêtements le lendemain. Bref, quelques semaines plus tard, toute la ville était en effervescence parce que la mystérieuse amie de M. von Yuna était morte, subitement au pavillon de chasse. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Malgré cela, le bruit courut aussitôt qu'il l'avait empoisonnée. Je ne me suis naturellement pas abstenue de parler à Madame la baronne de la nouvelle qui se répandait comme une traînée de poudre. Elle est devenue blanche comme un linge et n'a pu qu'articuler « Pas possible !» J'ai haussé les épaules et j'ai répondu « Mais tout est possible !» C'est vrai, à 60 ans, tout est possible. J'avais passé ma vie à être au service de mes enfants, par choix, à être au service de mon homme, par choix. Mais à 60 ans, j'avais envie de faire autre chose. Alors j'ai fait des tas de choses. J'ai fait de la musique, j'ai fait du saxo, j'ai fait de la batterie, je suis rentrée dans un groupe de rock, les Fucking Ladies. J'ai sauté en parapente, j'ai fait du ski nautique, j'ai fait de la course à pied, des trails, des triathlons, j'ai raflé des podiums. J'ai fait des gros bricolages, j'ai posé des toitures, des portes, des fenêtres, des planchers, des carrelages. J'ai même fait un stage de pose de placo parce que je voulais cloisonner tout mon sous-sol. Et d'ailleurs, quand j'allais bricoler chez ma mère, elle me disait, hein, c'était son grand compliment, elle me disait « Oh là là, Marie, tu travailles comme un homme !» Effectivement, on l'a arrêté quelques jours plus tard. Plus j'y réfléchissais, plus j'étais sûre qu'il l'avait tué. J'en suis encore plus certaine, si c'est possible, aujourd'hui qu'à l'époque. Mais comme il l'avait fait à cause de moi et que malgré toute ma haine, je ne voulais pas qu'on lui coupe le cou, j'étais bien contente quand on commença à raconter que les charges n'étaient pas suffisantes pour le faire condamner. Et je me suis mise à rêver. Je me suis imaginé qu'après son acquittement, il m'épouserait par gratitude. C'est bien pourquoi j'ai gardé quelques lettres, les plus compromettantes, par devers moi. Personne n'aurait pu vérifier si elles étaient au complet, Monsieur von Yuna moins que tout autre. Mais j'avais besoin des autres pour mon rêve de mariage. Quand on veut se marier, il est bon d'avoir un moyen de faire pression. Même mariées, elles auraient pu m'être utiles. Et j'en arrive seulement maintenant au point le plus important. J'étais perdue et je ne le savais pas. Qui m'avait amené à cet état de perdition? Yuna, parce que je l'avais dans la peau et que je ne l'aimais pas malgré cela. La baronne et son enfant illégitime, ou monsieur le baron lui-même? Parce que je n'ai jamais pu supporter de le voir cocu et qu'il en était devenu sourd et aveugle, en dépit de sa sainteté. J'étais la seule à pouvoir lui ouvrir les yeux. Mais quand par-dessus le marché, le bruit s'est mis à courir que monsieur le baron allait présider lui-même le procès Yuna, j'étais complètement désemparée. Je sors d'un grand magasin de bricolage dans lequel j'ai mes habitudes et je vois une petite affichette, mardi 10h, cours d'initiation à la soudure. Ah ben je dis c'est parfait, c'est ce qui me manquait dans mon panel d'activités. Je m'inscris donc et je me pointe le mardi 10h. La personne qui devait faire la démonstration me dit « Bonjour madame, il n'y a personne. » Ben, je dis « Comment il n'y a personne? Il y a au moins moi. » Oui, mais enfin je veux dire... D'accord. Mais on va le faire quand même. Donc il me harnache d'un tablier, me présente le matériel et je commence ma soudure. Ouais, madame,
Vous vous débrouillez comme un chef, bravo. Elle est magnifique. Enfin, c'est une brasure plutôt. Hein. Elle est magnifique. Et à ce moment-là, je vois une cinquantaine de messieurs avec un sourire goguenard. Messieurs, la soudure, ça vous attire. C'était comme un ordre. J'ai fait soudain un paquet de toutes les lettres qu'il me restait, les siennes et celles de la baronne, et les ai adressées anonymement à monsieur le baron, avec l'adresse en lettres d'imprimerie. Il fallait que je le fasse et je me rendais parfaitement compte de ce que je faisais. En réalité, ces lettres étaient adressées au ministère public pour que monsieur le baron, à cause du scandale qui entourerait madame la baronne, soit obligé de donner sa démission, tandis que Yuna serait décapitée. Peut-être ai-je souhaité aussi que monsieur le baron, par désespoir, tue la baronne, la bâtarde et se suicide. Et comme je voulais tout avouer, ma complicité, le vol des lettres au pavillon de chasse et dans la chambre de la baronne, j'aurais trouvé bon qu'il me tue également. C'était la vraie justice, car c'est pour moi, non pour madame la baronne, que la femme avait été assassinée. Après avoir envoyé le paquet de lettres à monsieur le baron, j'attendais. Je craignais. J'espérais que des événements terribles se produiraient, mais les jours passaient sans qu'il n'arrive quoi que ce soit. Il ne m'a même pas fait subir d'interrogatoire, alors que l'expéditeur anonyme ne pouvait être que moi. Ce fut une grande déception pour moi, parce que monsieur le baron se montrait lâche, lui aussi. La justice lui importait moins que sa position et sa réputation, pour lesquelles il était prêt à tolérer la bâtarde d'un assassin dans sa maison. Cependant, je devais recevoir une leçon, et une bonne leçon. Lui, qui habituellement parle si peu, un jour à table, se met à discourir à haute voix pour que j'entende tout sur les criminels et les châtiments. Je me suis rappelé les paroles et aussitôt après, j'ai tout marqué. Nos tribunaux d'assises sont une institution importante, mais non dépourvue de danger, parce que les jurés se laissent facilement influencer par des motifs sentimentaux. C'est précisément dans les cas d'homicide que le sentiment de vengeance peut se glisser subrepticement et avoir le dessus. On ne songe pas qu'une erreur judiciaire peut également constituer un meurtre. Il faut donc que le juge fasse attention à ne laisser s'introduire rien de tel. Si par exemple un accusé écrit qu'il aurait aimé se débarrasser d'un homme ou qu'il veut le faire disparaître, cela n'indique nullement une intention d'homicide. Il faut bien distinguer le sentiment de vengeance de la volonté meurtrière. C'est ainsi qu'il a parlé, monsieur le baron. Et j'ai compris, si bien compris que mes mains se sont mises à trembler et que j'ai failli lâcher le plat avec le rôti. Il était encore plus grand, plus sain que je ne l'avais imaginé, cette femme que j'étais. Il savait tout. Madame la baronne le comprenait-elle? Ou était-elle trop nulle pour cela? Si elle s'était rappelé seulement la moitié des lettres qu'elle avait reçues, les expressions telles que « se débarrasser d'un homme » et « faire disparaître » auraient dû la frapper. Monsieur le baron la regardait avec beaucoup de bonté, et si elle était tombée à genoux devant lui, je ne m'en serais pas étonnée. Mais elle n'a pas bougé. Absolument pas. Tout au plus, ses lèvres sont-elles devenues un peu plus pâles. Oh, la guillotine! La peine de mort, quelle terrible institution. C'était tout. Et monsieur le baron regardait son assiette, tandis que je servais le dessert.
Je suis chez mon dernier fils qui construit sa maison en bois. On est allé l'aider avec 2 copines, moi et 2 copines, et puis il y a 4 hommes avec nous. On travaille comme des fous toute la journée, et le soir, petit repas convivial. À la fin du repas, question fatidique, qui va faire la vaisselle? Il n'y a pas de la vaisselle. Et un des hommes de répondre en nous regardant, nous les 3 femmes, ben si, il y en a 3. La suite n'a plus rien eu de surprenant pour moi. Le procès a eu lieu peu avant Noël. Les défenseurs ont eu la tâche facile parce que monsieur le baron les aidait et modérait le procureur. On n'a produit aucune lettre. L'acquittement a été prononcé presque à l'unanimité, 11 voix contre 1. La voix contre aurait pu être la mienne. J'étais contente de voir acquitter monsieur Fagnola. Et encore plus contente qu'il soit parti aussitôt après, sans me remercier et sans faire d'adieu. Oui. C'est mon histoire avec Fagnola. Je n'oublierai jamais. Il a échappé à la guillotine. Il m'a échappé. C'est qu'il était une chance plus grande encore. S'il avait obéi à des sentiments élevés et m'avait épousé, je lui aurais fait voir l'enfer sur terre. Et s'il était encore en vie, il serait maintenant marié à une vieille femme. Tenez, regardez-moi. Il y a quelques jours, je heurte dans la rue un jeune couple d'une 50aine d'années. La femme se retourne méchamment vers moi, elle me dit « Mais dites donc, vous pourriez faire attention, vieille peau !» J'ai pris l'injure en pleine figure. J'étais donc réduite à n'être plus qu'une vieille mue de serpent qui ne sert plus à rien. Le jugement a soulevé beaucoup de bruit. Les journaux ont attaqué monsieur le baron. Les rouges surtout, qui lui ont reproché de faire une justice de classe. Il est facile de comprendre qu'il se soit retranché de plus en plus dans sa solitude. Il ne sortait presque plus de son bureau. Il a même fallu que j'installe son lit. En réalité, la mort le guettait. 1 an plus tard, il a donné sa démission pour raison de santé. Et d'après les médecins, c'était le cœur. Mais la baronne et sa bâtarde, il leur a été donné de vivre. Elles ont l'âme en tumulte, la mère et la fille. Et pour que leurs oreilles retentissent de ce tintamarre, je l'ai amplifié et j'en ai fait un bruit d'enfer. Cette maison est un enfer, sous ses apparences de calme et de distinction. Le saint et le démon, monsieur le baron, monsieur Fagnola, mort sûrement lui aussi, sont 2 ombres menaçantes qui ne quittent pas la mère et la fille et les déchirent. Édouard, as-tu venu? Voilà 53 ans que nous passons nos jours et nos nuits ensemble. Bien sûr, maintenant nous sommes devenus vieux, mais est-ce si important dans la mesure où nos mains peuvent encore s'unir, nos regards peuvent encore se confondre et nos lèvres peuvent encore se joindre. On a traversé tous ces étés merveilleux. On a traversé aussi tous ces petits orages, mais tu sais bien que le jardin est toujours plus beau après l'orage.
après le contact de nos peaux effrénées, après la passion torride, le calme est arrivé. Et avec le calme, l'amitié unique, la tendresse unique. Maintenant que je suis une femme libre, j'en savoure chaque instant. Je t'aime. L'image de Monsieur le Baron était en moi. Et je m'étais imprégnée de son image. Et elle m'envahissait de plus en plus. Qui, dans ces conditions, était sa veuve une fois qu'il était mort? Qui, sinon moi? Il y a plus de 50 ans qu'il m'a empoigné les seins. Mais toute ma vie, je l'ai aimé, de toute mon âme. Je vous ai privé de votre sieste par mon bavardage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous rattraper et faire un petit somme.